Bien, nous allons continuer avec une quatrième communication par Hugues Pascal Mousselard sur les matériaux de substitution osseuse. Quel avenir? Vous savez qu'au niveau de la chirurgie rachidienne, on en est encore au Moyen-Âge, c'est-à-dire on en est à l'arthrodèse du genou pour l'arthrose du genou, puisqu'une des grandes indications, c'est de bloquer un certain nombre de vertèbres et non pas de garder la mobilité que le bon Dieu, je ne sais pas qui, nous a donné. Et donc, la greffe, l'arthrodèse est un élément très important dans la chirurgie du rachis. Et est-ce qu'il y a des moyens d'éviter les prises de greffe, en particulier au niveau des ailes iliaques, etc., dont on connaît les effets, les side effects qui peuvent exister? Merci beaucoup. Donc, après l'électrophysiologie, la navigation, l'informatique, c'est la biologie qui rentre au bloc opératoire depuis quelques années. Et ces biomatériaux, au départ, ont un peu échaudé les orthopédistes avec de grosses déceptions initialement et ont pris un grand essor depuis une dizaine d'années environ. Et il faut voir que finalement, essayer de substituer à la prise de greffe autologue est assez ancien, puisque le premier à avoir tenté de faire une hétérogreffe, c'était au XVIIe siècle. Un chirurgien hollandais qui avait essayé de combler une perte de substance osseuse crânienne d'un soldat par un greffon qu'il avait pris sur un chien et puis de l'enlever parce que sinon il était menacé d'excommunication, donc il ne l'a pas laissé. Mais finalement, ça a toujours été un souci d'essayer de combler les pertes de substance. Au XIXe siècle, les Hollandais encore ont fait la première greffe osseuse qui a été publiée. Et on en était toujours, après cela, à des hétérogreffes, c'est-à-dire des xénogreffes. Et c'est finalement la guerre de 14-18 qui a amené un essor sur la tentative d'allogreffe et de reconstruction osseuse à partir d'os. Et tout cela est resté un petit peu dans l'ombre, même si la tentative d'essayer d'utiliser de l'hydroxyapatite, c'est-à-dire des phases minérales plutôt que de l'os, avait déjà été tenté il y a très longtemps, vous voyez, c'est dans la fin des années 20, pour finalement ressurgir dans les années 80, où l'utilisation des céramiques et des biomatériaux d'origine phosphocalcique ont été développés, et c'est encore l'école nantaise, puisque c'est l'INSERM de Nantes et sur le plan clinique Norbert Passuti qui a en routine commencé à utiliser des céramiques biphasées. Les premières études publiées sont apparues dans les années 90 et finalement, près d'une quinzaine d'années plus tard, c'était une technique de routine avec des matériaux utilisés en chirurgie courante. Alors on classe les greffes osseuses selon trois grands groupes. Les autogreffes, qui sont des greffes autologues, qui restent le gold standard, hein. Souvent on prend cette greffe au niveau de la crête iliaque, mais ça nécessite une deuxième chirurgie, une opération de prise de cet os avec des conséquences et un nombre de complications qui sont chiffrées dans la plupart des publications à environ 15 à 20%. C'est pas négligeable du tout. Et si on compte la douleur que l'on crée, puisqu'elle n'existait pas en préopératoire, ça monte beaucoup plus haut en termes de pourcentage. Les allogreffes sont d'origine humaine, elles peuvent être minéralisées ou déminéralisées, puis les greffes synthétiques qui, pour la plupart aujourd'hui, reposent sur les dérivés phosphocalciques, même s'il y a eu une tentative avec les biovers. Et sur le plan médicamenteux, puisque c'est la législation du médicament, depuis une dizaine d'années, les bonnes morphogénétiques protéines, dont on parlera un peu plus longuement, qui ont été une grande révolution. Alors ces matériaux que nous avons à disposition, ils peuvent être d'origine humaine pour l'autogreffe et l'allogreffe, d'origine animale, et là initialement les BMP en faisaient partie, ou d'origine synthétique, et la plupart c'est les phosphates de calcium, soit sous forme de céramique, soit sous forme de ciment. L'autogreffe reste le gold standard, c'est lui qui sera le standard de comparaison pour toutes les études. Il est biocompatible, bien entendu, puisqu'il est pris sur le patient, et il a cette grande propriété, c'est qu'il est ostéogénique, c'est-à-dire qu'il apporte les protéines et les cellules qui vont permettre la régénération osseuse, ce qui n'est pas le cas avec les allogreffes et les xénogreffes, qui sont stérilisés, donc qui ne sont qu'une grille sur laquelle l'os receveur va pouvoir se développer, mais qui n'apporte aucun produit de stimulation, donc aucune propriété d'ostéo-induction. Enfin, les synthétiques,
qui ont pour avantage, si on accepte les BMP, de ne pas coûter très cher, et qui ont une efficacité démontrée en termes cliniques, qui ne présentent aucun risque de contamination et d'apport de germes extérieurs, et dont les procédés de fabrication, cependant, ne sont pas clairement standardisés. Si on veut pouvoir régénérer l'os, il faut en respecter la physiologie, et donc il faut essayer d'avoir une reproduction de ce cycle de la résorption et de la substitution osseuse qui est physiologique et qui est très délicat, qui est complexe, qui repose sur de nombreux facteurs et sur différents types cellulaires. Vous voyez les ostéoblastes et les ostéoclastes. Ces ostéoblastes sont des cellules mononucléées, et ce qui est important pour elles, c'est qu'elles sont de toute petite taille, ce sont des cellules qui font 20 à 30 microns, alors que l'ostéoclaste, lui, est une cellule géante qui est multinucléée et qui a un diamètre de 100 microns. Ça veut dire que si on veut un matériau recolonisable par ces cellules, il faudra pouvoir donner un accès à ces deux cellules. Pour que tout le monde emploie le même langage, il y a une terminologie biologique qui est assez claire. Il y a la biodégradabilité, qui est la capacité du matériau de se résorber. Il y a la bioactivité, qui est la stimulation de l'attraction de ces cellules osseuses, et qui dépend essentiellement pour le biomatériau d'un effet de surface et de sa solubilité. L'ostéoconduction, c'est sa capacité à laisser passer toutes les cellules qui interviennent dans le cycle, c'est-à-dire essentiellement les ostéoblastes et les ostéoclastes. Et l'ostéoinduction, c'est la capacité de générer des produits qui vont recruter les cellules pluripotentes pour devenir de l'os, et donc qui sont exclusivement, pour ce qui est disponible aujourd'hui, la propriété des BMP, qui sont ces protéines qui vont stimuler les cellules pluripotentes et les faire se transformer en cellules osseuses. Ces BMP, elles ont été identifiées, vous voyez, dans la fin des années 70 par Marshall Urist, et elles ont été produites, il a été possible de les reproduire initialement à partir des gènes bovins et maintenant à partir de génie génétique d'origine humaine. C'est ce qu'on appelle la RHBMP, la Recombinant Human BMP. Ces cellules sont ostéoinductrices, c'est-à-dire que si on les dépose dans un tissu musculaire, comme ici dans cette expérience initiale d'Urist, on va transformer les cellules musculaires en os. Ça a donc un grand avenir pour nous, mais ça va être aussi l'origine des complications possibles de l'utilisation de ce type de produit. Alors ces BMP, elles vont agir à différents stades de la transformation de la cellule pluripotente en ostéoblaste, et suivant le type de BMP, il y en a plus d'une dizaine qui ont été identifiés, elles vont agir à différents moments de la différenciation et de la stimulation de la fabrication osseuse, que ce soit au moment du recrutement des cellules pluripotentes, de leur différenciation, de leur prolifération et de la différenciation. Alors, quelles sont les limites de ces produits? D'abord, c'est qu'ils ont une demi-vie très courte, c'est quelques minutes, donc il va falloir pouvoir les piéger, et on utilise pour ça, sur le plan commercial, des éponges de collagène, et il faut laisser une vingtaine de minutes le produit sur l'éponge de collagène pour qu'il se fixe et qu'on puisse l'implanter dans le malade. Le problème aussi, c'est que cette demi-vie très courte fait qu'ils vont être éliminés extrêmement rapidement, et que donc on utilise des doses massives qui sont très au-delà des doses physiologiques, des milliers de fois supérieures, ce qui peut poser quelques questions en cas de présence de cellules malignes, et donc c'est une contre-indication formelle, mais qu'on n'a pas toujours la possibilité d'identifier en préopératoire. Il y a donc des échecs et des effets secondaires, c'est ce que je vais rapporter ici rapidement, tout en sachant que c'est un produit qui a révolutionné quand même notre chirurgie et qu'on utilise de façon courante. Pour ce qui concerne l'arthrodèse lombaire, c'est l'indication dans laquelle ces BMP2 ont l'AMM, donc théoriquement on ne peut pas les utiliser dans d'autres indications, bien qu'on le fasse hors AMM de temps en temps. Vous voyez que dans cette méta-analyse qui date de 2010, il y avait production d'ossification extra-discale, d'ossification hétérotopique, sans conséquences majeures pour le patient, mais il y a trois grands types de complications: les ossifications, les ostéolyses, parce que la première lignée cellulaire à être stimulée sera les ostéoclastes, donc la première phase de la reconstruction osseuse sera la destruction, ce qui peut poser des problèmes mécaniques, et enfin
des propriétés inflammatoires de ces molécules qui vont entraîner des radiculites. Ici, pour les ossifications ectopiques, vous voyez cette étude qui avait montré, lors de l'utilisation de techniques de TILIF, des ossifications dans le foramen. Donc il faut faire très attention si on les utilise comme ça, bien qu'il n'y ait pas la MM en France pour cela, de bien conduire la cage dans laquelle est la BMP en la protégeant des structures collatérales, parce que sinon il y aura de l'os dans le muscle et de l'os le long de la racine. Encore ici, une ossification ectopique, vous voyez, dans le canal, bien qu'elle n'ait pas eu de complications, de conséquences neurologiques chez le patient, mais c'est toujours assez désagréable de voir ça sur un scanner de contrôle. Enfin, les grandes ostéolyses, ça a été plusieurs fois décrit, sans conséquences majeures, mais qui peuvent avoir de gros problèmes là, il y a un effet dose qui est mal connu. On commence à utiliser des doses beaucoup plus faibles maintenant pour des arthrodèses en étage, pour éviter des ostéolyses massives du corps vertébral et des migrations de l'implant qu'on aura mis en place. La deuxième phase étant toujours une reconstruction. Donc à terme, dans toutes les observations, ça s'est reconstruit secondairement, mais on va avoir une première phase de risque de lyse et de déstabilisation du montage. Enfin, les radiculites, qui elles sont très gênantes, et pour moi c'est une des complications les plus gênantes, donc il est interdit d'utiliser ces produits à canal ouvert ou au contact des structures neurologiques, et également en cervical, parce qu'il y a une réaction inflammatoire au contact des structures nerveuses, et qui peuvent entraîner des radiculites définitives. En conclusion, ces BMP, elles sont maintenant utilisées en pratique courante, elles coûtent très cher, mais c'est un grand plus, parce qu'il n'y a pas de prise de greffe, et dans des situations compliquées comme les pseudarthroses ou les pseudarthrodèses, c'est très intéressant de pouvoir les utiliser. C'est un facteur biologique et pour l'avenir, probablement, c'est de pouvoir les utiliser en fonctionnalisant des implants. On en a fini avec le côté purement biologique. Maintenant, il y a des produits de substitution osseuse qui sont des produits synthétiques. Son cahier des charges, c'est une composition en phosphate de calcium disponible pour les ostéoblastes et métabolisable par les ostéoclastes pour pouvoir induire la résorption de ces structures. Il faut qu'elle soit suffisamment stable pour servir d'échafaudage lors de la recolonisation osseuse et le temps de la reconstruction de l'échelle osseuse. Il faut qu'elle soit poreuse et qu'elle soit poreuse en microporosité pour permettre les échanges de fluides, en porosité moyenne pour permettre le passage des ostéoblastes et en macroporosité pour accueillir les ostéoclastes. Donc c'est une technologie qui paraît simple au départ mais qui est franchement compliquée. Elle est aujourd'hui utilisée dans deux types de produits qui sont tous des phosphates de calcium, c'est les céramiques et les ciments. Pour les céramiques, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché très largement répandu. Ce sont des céramiques biphasées qui utilisent à la fois de l'hydroxyapatite qui, elle, n'est non résorbable et des phosphates tricalciques dans des pourcentages un peu différents en fonction des industriels, le phosphate tricalcique étant, lui, parfaitement résorbable. On crée la microporosité par l'effet de surface en fabriquant l'implant et la macroporosité le plus souvent par la mise en place de billes à l'intérieur de la céramique qui au moment du chauffage fondra et laissera en place des macropores qui sont donc dimensionnables, on peut les calculer à l'avance. Ici, une expérimentation animale qui date d'une dizaine d'années, que nous avions pratiquée avec le laboratoire de Nantes. Vous voyez, on faisait des dissectomies cervicales chez un animal, sur un modèle gros animal, en utilisant des cages vides, des cages avec de l'os autologue qui permettaient de faire l'échantillon contrôle, et puis des céramiques, soit sous forme solide, soit sous forme de gel. Et vous voyez ici, en microscopie électronique à balayage, les deux surfaces osseuses dans une cage vide qui ne se rejoignent jamais, la pseudarthrose est assurée. Ici, l'os autologue, une très belle reconstruction à travers la cage cervicale, et ici, avec la forme gel, la reconstruction. Lorsque l'on compare à ce que lorsqu'on les étudiait en histologie, on retrouve exactement le même résultat. Ici, les montants de la cage, les deux surfaces des plateaux vertébraux et l'absence de reconstruction de la fibrose entre les deux plateaux vertébraux que l'on voit sur les différentes techniques et les différents grossissements. Ici, l'os autologue avec la reconstruction d'un os trabéculaire qui est un os de vertèbre, spongieux, vous voyez, qui passe d'un plateau à l'autre à travers la cage. Pour la céramique, eh bien, on voit ici une céramique solide qui a été recolonisée, vous voyez, en rouge
par les travées osseuses continues au travers de la cage, avec la résorption progressive des fragments de céramique que vous voyez ici en noir, et un plus beau résultat, beaucoup plus dense, avec une céramique sous forme de gel qui, si l'on peut considérer ces petites billes comme une espèce d'énorme macro-porosité, puisque tous les espaces autour de ces billes de phosphate de calcium pourront être recolonisés par l'os. Dans un second temps, on a fait une étude clinique qui montre ici, en double aveugle, les résultats entre des arthrodèses avec ossotologue et des arthrodèses avec céramique. Très difficile à identifier à 3 mois, puisque la céramique, quand elle se résorbe, devient hypodense, ce qui est très désagréable pour les orthopédistes qui considèrent que l'hypodensité sur une greffe, c'est une pseudarthrose, et là c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est la résorption de la céramique qui est en train de se reconstruire, qui est le garant de la fusion. Donc c'est à 1 an qu'on arrive à faire vraiment la différence. Vous voyez, il n'y a pas de différence entre les 2 échantillons. On en a fini avec les céramiques biphasées, et la deuxième phase dans laquelle on peut utiliser ces phosphates de calcium, ce sont les ciments phosphocalciques. Ils ont un intérêt, c'est qu'ils se font conformes à une perte de substance, c'est liquide au départ, donc on va pouvoir avoir un contact très intime entre la surface osseuse et l'hôte receveur, entre l'os receveur et le substitut. Le problème, c'est de répondre au cahier des charges de la porosité. On parle ici de vrai ciment, ce n'est pas le ciment orthopédique qui est en fait une résine et qui n'est pas du tout un vrai ciment, c'est-à-dire une réaction entre un acide et une base qui va permettre d'obtenir ici, vous voyez, cette pâte qui va pouvoir être injectée. Ici, un cas de ciment qui a été utilisé par l'équipe de Jean-Noël Argenson à Marseille, avec implantation de ciment dans la perte de substance osseuse, et après ablation de matériel, on fait une étude histologique qui retrouve la colonisation osseuse. Les limites de ces matériaux, c'est qu'ils ont de très faibles propriétés mécaniques, il est fragile, donc ils ne peuvent pas répondre à un cahier des charges sans ostéosynthèse associée. Ils ont une bonne ostéoconduction et une bonne biocompatibilité, mais ne sont pas ostéogéniques. Les évolutions à venir, eh bien, c'est probablement de pouvoir mixer les techniques, c'est-à-dire d'utiliser comme support ces céramiques et de les doper avec différentes possibilités, et en particulier avec des molécules actives telles que les biphosphonates pour l'ostéoporose. Alors ici, c'est une technique qui utilise le sang du patient. Cette étude a déjà été menée. On obtient une pâte grâce à la fibrine de la coagulation et qui va apporter des facteurs biologiques de stimulation osseuse. Et chez l'animal, vous voyez, ici ça a été fait chez le petit animal avec une très très bonne reconstruction de la perte de substance et du défect osseux. Ici, ça a été fait sur modèle gros animal dans un modèle de vertèbre dans laquelle a été placé ce ciment phosphocalcique, et vous voyez qu'il y a une bonne interface et une bonne dégradation de l'implant avec une formation osseuse en périphérie, mais une assez mauvaise recolonisation au cœur de l'implant. Par contre, il n'y a aucune réaction inflammatoire et il y a une bonne activité de remaniement osseux. Pour finir, 2 protocoles qui sont aujourd'hui en cours avec toujours l'équipe nantaise. C'est ce protocole qui est l'association d'un ciment phosphocalcique avec un biphosphonate, qui va être utilisé dans 2 projets. L'un avec l'équipe de Marseille sur l'ostéoporose contralatérale d'un col fémoral quand une patiente a déjà, ou un patient, mais c'est souvent une patiente, a déjà présenté une fracture d'un côté qui doit être ostéosynthésée, en prévision de prévention de l'autre côté avec un ciment qui se résorbe petit à petit et qui va relarguer des biphosphonates en local au fur et à mesure de la résorption. L'autre projet est ici, en attente de financement et d'approbation du comité d'éthique pour faire des vertébroplasties. Ça sera l'équipe de chez nous qui fera cette phase d'essai pour traitement des tassements ostéoporotiques, avec en particulier en prévention pour les vertèbres adjacentes à celle qui sera cimentée mécaniquement par du PMMA. En conclusion, ces biomatériaux, ils sont déjà en cours, ils sont utiles, ils sont efficaces, mais ils ont plus d'avenir qu'ils n'en ont pour l'instant actuellement, et très probablement par la fonctionnalisation du biomatériau inerte en utilisant soit des cellules, soit les BMP elles-mêmes, soit des facteurs de croissance et surtout des médicaments. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hugues. On va demander à Georges Casanova d'analyser et de commenter cette présentation.
vient de nous donner, parce qu'il a envisagé tous les cas de figure de l'utilisation des substituts osseux, qui, comme vous l'avez vu, sont multiples, et qui ne peuvent qu'attirer l'attention des orthopédistes, puisque finalement, il nous manque tellement souvent ces ostéoblastes dont on a vraiment besoin, les ostéoclastes pour faire un certain équilibre, donc tout ce qui peut permettre de compenser, de traiter des pertes de substances, que ce soit au niveau des vertèbres ou, comme on le voit de plus en plus actuellement, au niveau des membres, avec les interventions nécessitées par les révisions de prothèses. C'est surtout un peu dans cette perspective-là que je le vois. Et dans le traitement des grandes pseudarthroses avec des pertes de substances importantes, maintenant qu'on est arrivé à stabiliser assez bien les processus infectieux, donc on ne peut trouver que séduisant l'utilisation des substituts osseux. Mais vous voyez que finalement, ça pose beaucoup de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces problèmes, puisqu'ils vous ont été exposés de façon très précise, ces problèmes étant à l'origine de certaines déceptions. Et ce qui m'inquiète le plus dans l'utilisation de ces substituts, c'est non pas la partie expérimentale qu'on peut toujours régler sur des animaux suffisamment gros qui constituent quelque chose d'assez proche des nécessités à la fois mécaniques et biologiques de l'homme, mais ce qui est le plus difficile, c'est dans la pratique clinique de se rendre compte de façon très précise de l'évolution de ces substituts lorsqu'on les a utilisés en pratique. On sait très bien que le gold standard des autogreffes permet une reconstruction osseuse selon certaines modalités bien précises d'ailleurs, si on veut avoir des résultats corrects, mais qu'il est bien plus difficile de savoir quel est le résultat sur le plan de l'aspect histologique des nouveaux tissus, de sa consistance mécanique, puisque souvent, quand on réintervient, c'est parce qu'on est en face d'un échec. Donc cette partie d'expérimentation me paraît tout à fait intéressante. Elle n'est pas terminée et je crois qu'elle justifie cette idée que actuellement nous en sommes, pas au début, puisque vous voyez que ça date depuis pas mal d'années, mais nous en sommes à un début ou un tournant de l'utilisation des substituts osseux. C'est tout ce que je vais vous dire. Par contre, je voudrais poser une question à l'orateur. Il nous a parlé de ces problèmes d'ordre inflammatoire qu'il observe à l'utilisation de la BMP, et de savoir s'il a déjà, dans son arsenal thérapeutique, déterminé des facteurs qui permettent de limiter justement cet élément extrêmement inquiétant, surtout au rachis, vis-à-vis des cordons médulaires, mais surtout des racines, de l'apparition de ces calcifications. La réponse est non. Hein. Les deux choses sont différentes. C'est-à-dire que les ossifications, là, il y a vraiment la prudence dans la façon d'utiliser le produit, parce qu'on sait qu'il peut transformer un morceau de muscle en os. Donc, c'est la contention. Il ne faut pas qu'il y ait en posant le produit, qu'il n'y ait pas de contact dans le trajet entre le produit lui-même et les masses musculaires ou le canal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'allait même que pour la voie antérieure et pour les arthrodèses antérieures, c'est qu'on va directement dans l'espace discal et on ne peut pas en mettre trop à côté. Alors que par voie postérieure, là, dans le temps où on glisse la cage, eh ben, ça peut toucher les muscles, descendre dans le foramen et on voit apparaître secondairement les ossifications. Et pour la réaction inflammatoire elle-même, alors là c'est dû au produit lui-même, c'est que c'est une protéine, c'est un facteur de croissance et donc il est pro-inflammatoire. Et moi, à titre personnel, j'ai eu un cas qui a signé mon arrêt définitif d'utilisation du produit à canal ouvert. C'est-à-dire que dès que le canal est ouvert, je n'utilise jamais les BMP. Parce que par contre, les patients ont très mal et il n'y a pas de solution. Donc pour moi, c'est une contre-indication formelle d'utilisation des BMP. Je vous remercie. J'ai une seconde question à vous poser. Elle touche le substitut osseux comme vecteur d'une médication associée. Je pense que c'est un élément très important pour l'avenir, à la fois sur le plan du traitement peut-être secondaire, pas immédiat des infections, mais après excision, après j'allais dire, préparation d'un foyer qui puisse admettre ce genre d'implant, d'une part, et deuxièmement sur le plan cancérologique aussi. Alors ça, je n'ai aucune peut-être avez-vous des décisions à nous donner.
Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est justement les deux projets qu'on travaille avec l'équipe INSERM de Nantes. C'est exactement ces deux vecteurs, sachant que l'ostéoporose a été le premier, mais que les deux suivants, avec une priorité au cancer, aux métastases. Parce que là, pour moi, je pense que c'est l'avancée qu'il y aura dans les années qui viennent. On en parlait un peu avec Gérard Saillant avant de venir ici. Avant, on avait les billes de Ginta avec le ciment et les billes de Ginta, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, c'était un mélange de produits. Ça, on a toujours été capable de le faire. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est une molécule active, biologique, greffée sur la molécule du matériau inerte. Ce n'est pas du tout la même chose. Et à partir de là, c'est un seul produit, c'est un nouveau produit, la céramique avec un branchage moléculaire qui a la molécule active. Et la différence que ça fait, c'est qu'il ne reste pas de matériaux étrangers théoriquement à la fin, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la résorption du biomatériau, la molécule active est relarguée, et donc c'est du continu. Et ça, on ne sait pas encore exactement jusqu'où on voit, si ça va être très efficace et jusqu'où on va aller. En tout cas, pour ce qui est des biphosphonates, sur modèle ostéoporotique de brebis, les résultats sont incroyables. C'est-à-dire que, bien sûr, l'ostéoporose est une maladie générale, mais il y a des foyers privilégiés de fractures. Peut-être que, comme à l'époque, ou encore maintenant, mais on en voit moins, on vissait systématiquement l'épiphysiolyse contralatérale, peut-être que si on montre que statistiquement, et on l'a montré d'ailleurs, quand il y a eu une vertèbre cassée en L3 chez un patient ostéoporotique, et il a une probabilité multipliée par 4, on le sait, d'avoir la vertèbre adjacente cassée dans les 2 ans qui viennent, et bien ça pourra peut-être faire de la prévention en immédiat, le temps que le traitement de l'ostéoporose fasse effet. Moi, j'y crois beaucoup. Michel Germain. Je m'associe bien sûr aux compliments qui ont été faits. Vous abordez exceptionnellement, vous les orthopédistes, les reconstructions chez l'enfant, que ce soit après exérèse de mandibule ou exérèse du fémur. Or, il y a 2 facteurs qui sont importants dans ce cas-là. C'est la croissance tant en longueur qu'en diamètre. Exemple, reconstruire un fémur avec une fibula chez un très jeune enfant. Et le deuxième facteur, c'est la consolidation. Car après ce type de reconstruction que vous proposez, nous avons observé un certain nombre de fractures. Pouvez-vous préciser donc ces 2 facteurs, les possibilités de croissance avec des substituts osseux et la consolidation à chaque extrémité? Merci. Oui, merci. Je ne peux pas répondre de façon très précise à ça, parce que sur la croissance, je ne sais pas d'ailleurs si les BMP sont autorisés pour l'enfant. Je ne suis pas sûr, parce que c'est quand même des produits, on joue un peu avec le feu, parce qu'on met des doses tellement au-delà du physiologique que c'est que le recul qui nous dira si... mais sinon, pour les autres matériaux, l'os qui se reconstruit, c'est l'os hôte. C'est pas le biomatériau qui, lui, n'a pas d'avenir, il est là temporairement. Donc après, les contraintes mécaniques, l'os reprend sa vie normale. C'est un os physiologique qui se reconstruit. Le substitut est théoriquement uniquement un canevas sur lequel l'os va se reconstruire. Et pour les pseudarthroses, les pseudarthroses, c'était l'indication de la BMP7 qui est maintenant sortie du marché, mais c'était son indication. Ils avaient l'AMM pour la pseudarthrose qui est reprise de multiples fois et pour laquelle on n'arrive pas à obtenir une reconstruction, donc c'était une très bonne indication. En ingénierie tissulaire, on fabrique de l'os et du bon os. Est-ce que ce ne sera pas une alternative à ces biomatériaux dont la fiabilité reste encore un point d'interrogation? Très probablement. De toute façon, tout ce qui va être le biologique, à mon avis, c'est ce qui va apporter quelque chose. C'est la combinaison de ces différentes techniques, que ça soit... On séparait la BMP des céramiques, et à mon avis, c'est l'association des 2 qui va donner quelque chose. Mais là, c'est pareil. Très probablement, parce qu'on aura toujours le problème mécanique. Ce problème mécanique, on n'arrive pas à le résoudre. C'est-à-dire d'avoir une stabilité mécanique initiale sans ostéosynthèse. Ça, c'est un vrai problème. Et même les céramiques n'ont pas répondu à ça. Un peu les ciments, mais pas encore. Merci beaucoup.